Bienvenue sur cette vidéo consacrée à GPT-3 où nous allons voir d'autres exemples encore très intéressants aussi bien pour les designers que pour les programmeurs. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Alors là cette fois-ci, il s'agit de faire collaborer GPT-3 avec Figma. Alors Figma, on entend de plus en plus parler, c'est un outil qui vous permet de designer des applications de manière collaborative. Et donc ce qui a été proposé à cette application qui utilise GPT-3 et Figma, eh bien c'est de faire de créer un site qui ressemble à Stripe. Alors je vous rappelle juste à quoi ressemble Stripe. Donc c'est le système de paiement qui vous permet de facilement proposer du paiement sur un site sans être obligé de gérer vous-même toute la complexité qui est autour du paiement, la sécurité et autres. Eh bien dans cette application, donc, qui illustre l'utilisation de GPT-3 avec Figma, eh bien vous pouvez voir que là, vous décrivez en langage naturel, c'est ce qui fait toujours la force de GPT-3, ce que vous voulez obtenir. Voilà, ce qui va être proposé, c'est tout simplement d'obtenir un site web qui ressemble à Stripe.com, sauf que ce serait plutôt un Stripe.com, mais plutôt pour du chat, et donc pas pour du paiement en ligne. Hop, c'est parti. La génération commence, et là, au lieu que ce soit vous qui alliez sur Figma et qui commenciez à placer les différents éléments que vous voulez, vous avez vu, ça ressemble quand même beaucoup à l'interface graphique qu'on a vu à l'instant de Stripe. Sauf que là, c'est plus fait pour du paiement, c'est fait pour pouvoir proposer un chat. Donc à partir de là, l'intérêt évidemment, ce serait pas de livrer directement le produit, dire au client, voilà, qu'en 3 minutes dans son dos vous avez généré ce site. Non, ce serait d'obtenir déjà un template sur lequel ensuite vous pourriez travailler pour l'affiner, pour le spécialiser. Alors là, on arrive sur le côté obscur de la chose. C'est qu'on sent bien à qui pourrait servir ce genre d'application, notamment à ceux qui ont besoin de pouvoir véhiculer des fake news, vous avez des fake news véhiculées par des gens qui n'existent pas, qui travaillent dans des caves ou dans des fermes à fake news. Mais regardez bien, là, ça va être, grâce du nouveau GPT-3, vous allez avoir la possibilité de générer un personnage à partir de caractéristiques décrites en langage naturel, de nouveau. Et donc voilà, ça vous dit que vous avez envie que cette application vous génère une personne qui n'existe pas, qui serait une jeune femme noire avec de longs cheveux, qui travaille dans la finance, qui vit à Boston et qui aime les chats. Donc c'est parti. Et voilà, vous pouvez voir que vous avez la fiche d'une analyste. Alors le visage n'a pas été généré par GPT-3, c'est une autre IA, vous l'aviez peut-être vu passer il y a quelques mois. Je vous montre la chose, c'est Generated.photos. Aucune de ces personnes n'existe. C'est une IA qui est plus orientée sur la génération d'images plutôt que de texte, et donc qui vous génère des visages quand même réalistes, parce qu'on voit bien que c'est pas que si vous tracez un axe vertical qui passe par le nez, vous voyez bien que la partie gauche et la partie droite du visage n'est pas identique, c'est pas une symétrie comme pourrait ce qu'on aurait pu le faire une IA moins sophistiquée. Et vous voyez, selon les âges, les genres, et on voit, c'est franchement convaincant. Alors ils ont peut-être pas mis les exemples qui étaient moins réussis, qui faisaient artificiels. Mais en tout cas, bon voilà, ça c'est une autre IA qui a généré les photos, mais donc c'est une personne qui n'existe pas. Et si on revient sur la fiche, ça par contre il n'est pas dit si l'appli est générée pour créer directement quelque chose qui ressemble à une fiche LinkedIn, ou si c'est eux qui sont amusés à remplir une fiche LinkedIn avec. Bon, c'est toujours l'application, parce qu'en fait on va voir que lorsqu'il va être question de dialoguer avec cette personne, elle aura un discours tout à fait sensé. Bon, sauf si vous allez voir sur la fin où je m'attendais à une réponse un peu plus sophistiquée. Parce qu'au départ, on commence à chatter avec ce bot. Si vous dites dans quoi tu travailles, je travaille, où tu travailles, pardon. Je travaille chez Morgan Stanley à Boston. Ok, voilà, ça colle bien à ce qu'on avait vu la personne mettre pour générer ce personnage. Est-ce que vous aimez votre travail? Bon, j'ai dit entre tutoiement ou vouvoiement, je sais pas quel serait le protocole. De toute façon, c'est en anglais. Oui, mon travail est fun, on se mouille pas trop. Quel est votre animal préféré? Bon, il avait été demandé que ce soit le chat. Donc voilà, elle a un chat. Et enfin, qu'est-ce que vous faites comme tâche quotidienne au jour le jour? Bon, je regarde mes emails pour voir s'il y a des choses à faire. Bon, c'est pas terrible. Ça rend pas super recrutable comme réponse, là, parce que quelqu'un qui reste et qui attend juste ses emails pour voir s'il y a des choses à faire, ça fait pas très force de proposition et compagnie, tout ce qu'on aime bien mettre des gens qui sont dans la finance.
sur LinkedIn. Mais en tout cas, c'est quand même impressionnant de voir qu'en une phrase en langage naturel, eh bien, on obtient une personne avec une expérience cohérente, hein. Là, il s'agirait de voir ensuite si il y a bien cette université qui est citée à Boston et s'il y a bien les entreprises en question. Donc parce que GPT-3, on l'avait vu la semaine passée, eh bien finalement ça repose beaucoup, ça s'appuie beaucoup sur les probabilités de générer des choses cohérentes. Donc GPT-3 a aucune notion de ce qu'est Boston, de ce qu'est un analyste financier. Il vous génère juste des choses qui ont le plus de chances statistiquement d'être cohérentes. Et ce qui donne une excellente transition. Alors pourquoi je vous disais pourquoi ça devient le côté obscur de la chose. C'est tout simplement parce qu'on voit bien que ce serait idéal pour créer des faux comptes à l'appel, pour pouvoir ensuite influencer eh bien, du monde sur Internet, soit en étant pro ou anti un certain homme politique ou une certaine entreprise, ou vous voyez, pour influer sur l'irréputation de quelqu'un avec des gens qui n'existent pas, qui pourraient soit eh bien, vous recommander, soit vous descendre en flèche. Donc là, on commence à être sur des choses un peu plus inquiétantes. La question intéressante que vous avez posée également, c'est vous demander si une appli créée par GPT-3 passerait le test de Turing. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ou si vous avez vu notamment le biopic qui est excellent sur Alan Turing, hein, qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, qui montrait comment ce qu'il avait réussi à craquer Enigma. Il en parlait, le personnage qui jouait à Turing, donc quand il s'expliquait avec le commissaire pour lui dire que ce test consistait à déterminer si la personne avec qui vous dialoguez est un homme ou une machine. Eh bien, la chose devient vraiment intéressante, c'est que c'est difficile de savoir si vous avez affaire à une IA ou à un être humain, notamment quand vous restez dans le domaine de questions de culture générale ou historique. Là, vous pouvez voir que GPT-3, je vous laisse le lien, vous pourrez le lire en entier, il est intéressant, l'article se lit vite. Et ça montre l'expérience qu'a fait l'utilisateur pour voir si les réponses que donnait GPT-3 pouvaient passer pour des réponses faites par des humains. On voit que pour des faits historiques, ou des faits simplement de savoir courant, on sait aujourd'hui au XXIe siècle que les êtres humains ont une durée de vie à peu près de 80 ans, plus ou moins, selon l'endroit, le type de vie qu'a eu la personne, si elle a travaillé dur ou pas. Eh bien, là, on peut voir que GPT-3 s'en sort plutôt bien. Là, on lui a posé comme question quelle est l'espérance de vie aux États-Unis. À 78 ans, c'est cohérent. Elle n'a pas répondu 30 ans ni 200. Qui était le président des États-Unis en 55? Eisenhower, boum, ouais, ça a l'air correct. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale. Bon, et après, les Américains le savent mieux que nous parce que c'est leur président. Et à quel parti il appartenait, le parti républicain? Oui, ça on le sait. Qui était président avant George Bush? C'était bien Clinton, ça on s'en rappelle. Et qui a gagné les World Series? Ça de nouveau, c'est les Américains qui le sauront davantage que nous. Donc là, on peut dire que l'IA passerait le test de Turing. Parce que c'est des réponses tout à fait cohérentes qu'aurait pu faire un humain, c'est très bien répondu. Et là où ça commence normalement à chauffer pour les IA, c'est qu'elles n'ont pas elles ont pas vraiment de sens commun. Là où c'est intéressant, c'est quand vous commencez à aller dans l'absurde. Et là, l'IA, elle n'est pas capable de vous dire votre question est absurde, ou bien je ne sais pas. Et donc on revient sur la question du nombre d'yeux. Enfin non, c'était moi qui anticipais, on n'en avait pas évoqué. Combien d'yeux a une girafe? La réponse est 2 de l'IA. Combien d'yeux a une araignée? 8. Bon, oui, ça a l'air de correspondre à ce qu'on a en tête comme nombre d'yeux qu'a une araignée. En revanche, quand on va lui demander combien d'yeux à mon pied, elle va répondre 2 yeux. Alors que c'est une question absurde. Et pareillement, combien d'yeux a le soleil, pardon? L'IA répond le soleil a un œil. Donc là, effectivement, on se dit c'est plus un être humain qui répondrait ça, ou en tout cas un être humain, à part Boris Vian ou quelqu'un qui a abusé de substances psychotropes, répondrait pas ça en fait. Et pareillement, combien d'yeux a un brin d'herbe? Elle va répondre 1. Finalement, la façon de faire échouer un test de Turing, donc je vous laisserai lire le reste de l'article par vous-même, mais la façon de faire échouer un test de Turing, une IA, finalement, c'est de lui poser des questions absurdes, parce qu'apparemment, répondre je sais pas, ou votre question est absurde, finalement, c'est pas... En tout cas, dans le GPT-3 entraîné de base, il essaiera toujours de répondre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a poussé jusqu'à poser des questions historiques, mais incohérentes, c'est-à-dire à demander qui était président des États-Unis à une époque où les États-Unis n'existaient pas. En 1700, l'IA ne va pas se démonter, elle va vous sortir des hommes politiques. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'elle est créative, elle vous sort des hommes politiques de l'époque. Donc, il y a quand même une tentative d'être cohérent. Mais bon, c'est là qu'on peut vraiment faire échouer l'IA au test de Turing.
Donc voilà pour GPT-3. Alors, ce qu'on peut en conclure, nous, dans le cas, ce qui va nous intéresser, comme je le disais, c'était tout le côté assistance, hein, soit assistance dans la génération d'interfaces graphiques, qu'on peut ensuite utiliser nous-mêmes. Bon, là, ce sera peut-être plus pour des graphismes, mais bon, nous aussi, on se retrouve à faire des interfaces graphiques. L'assistance, comme on le voyait, sur quelque chose qui va plus loin que de l'intelligence, ou quelque chose qui pourrait être utilisé soit pour assister un humain à l'apprentissage du code. C'est vraiment il a un doute, il se demande ce que fait une certaine ligne de code, ce que fait, donc, comme on le voit sur l'exemple de Flask, ce que fait tout un ensemble de code, hein, ces 8 lignes de code. Pour ce côté assistance, on sent bien qu'il y a du potentiel. Il y a même une suggestion, comment est-ce qu'on peut améliorer le code? On peut ajouter un décorateur à la fonction pour en faire une view function. Bon, je connais je connais pas assez Flask, j'avais un peu joué avec Django mais il y a des années de ça, pour savoir si la suggestion est pertinente ou pas. Donc beaucoup d'assistance. Ce qui a l'air de se profiler, c'est que on va demander à GPT-3 de produire des choses et ensuite ce sera à nous de les sélectionner pour virer les choses absurdes ou de les affiner quand on voudra ensuite s'en servir, mais vraiment les adapter à notre cas d'utilisation. Pour GPT-3, bon, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle sorte de bêta et qu'elle soit accessible à tous pour qu'on puisse tous jouer avec et voir si eh bien, on arrive à l'intégrer dans notre vie quotidienne de développeur ou si ça restera quelque chose plutôt destiné à des entreprises qui s'en serviront pour proposer ensuite des services en ligne qui seront utilisés derrière par GPT-3. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.